panique commence à monter. Je passerai du tout. Ça va, étonnamment ça va. Bah écoute, super motivé. Je fais pas souvent des concours d'éloquence, mais là, franchement, j'ai vraiment envie de l'assurer sur celui-là, donc on va voir ce que ça va donner. Les voix qui ont toujours été spoilées et instrumentalisées s'émancipent. Il est de notre devoir de prohiber la parole sexiste, au même titre que le racisme, le négationnisme ou l'incitation à la haine. Je rêve d'une société dans laquelle nous serions jugés par ce qu'on a dans la tête et non ce qu'on a entre les jambes. Mais si les hommes arrêtent de jouer un rôle pour donner plus d'importance aux femmes, alors il n'est plus question d'une lutte, mais d'une réconciliation. On adorait, il n'a jamais connu de loin, mais aujourd'hui rien n'est pareil. Alors si tu m'arrêtes, regarde à toi. Le féminisme n'est pas et ne sera jamais le refus de la féminité. Des impressions. Oh bah, je dirais 2 étapes. Première étape, la peur de ta vie, et après vraiment un plaisir de ouf. Vraiment sympa. C'était très stressant, mais en même temps, c'est une bonne expérience à vivre, je pense. Il faut le faire au moins une fois, ça nous permet de nous habituer à parler devant un public, à prendre la parole quand on y est invité sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, je suis très contente d'avoir participé. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous pour cette soirée importante. C'était il y a quelques mois, ici même. Nous avons immédiatement repéré que quelque chose n'allait pas. L'expression de son visage en classe avait changé, sa façon d'être en groupe aussi. Nous l'avons questionné, Women's Safe a pris le relais. Les violences faites aux femmes, toutes les formes de violence, même les plus intimes, sont devenues ce jour-là notre affaire. Pas seulement celle de cette étudiante, des amis à qui elle avait confié sa douleur, pas seulement celle de sa famille, mais notre affaire à nous, institution publique d'enseignement supérieur, qui accueillons filles et garçons au sortir du lycée, en provenance de tous les milieux sociaux et de tous les territoires, avec pour mission de faire éclore, en 5 ans, de nouveaux cadres pour la nation. À leur arrivée, ils ne sont plus tout à fait dans l'enfance, sans en être complètement sortis. La plupart vivent seuls, pas loin d'ici. Ils sont pleinement disponibles à tous les avenirs professionnels, du bon côté bien entendu, surtout en comparaison des jeunes déjà abîmés à cet âge par les échecs scolaires. Les filles comme les garçons sont à Sciences Po Saint-Germain, comme dans tous les Sciences Po, prédisposés à réussir dans une voie qu'ils auront choisie. Ils ne sont pas pour autant préservés des blessures qui bloquent les ascensions promises, des agressions qui génèrent les doutes vertigineux, des coups qui annulent les ambitions. Nous avons ouvert nos portes il y a 4 ans seulement et déjà enregistré toute une palette des drames petits et grands qui affectent la vie des jeunes femmes de 20 ans aujourd'hui. Des espoirs qui soldent les ruptures expéditives, dénonciations calomnieuses sur les réseaux sociaux, harcèlement alimenté par le dépit amoureux, automutilation, agression sexuelle. Notre histoire récente me fait ne pas douter un instant de la pertinence des statistiques qui nous obligent, avec d'autres, à l'action. Une femme sur 26 violée au cours de sa vie, une femme sur 7 agressée sexuellement, une sur 10 victime d'insultes et menaces verbales. Dans tous les cas, les jeunes femmes, notamment les chômeuses, mais aussi les étudiantes, sont plus fréquemment victimes. À notre tour de dire non, ça ne peut pas continuer. L'honnêteté me pousse à vous dire que la culture comme l'organisation administrative, notamment universitaire, sont peu adaptées au combat féministe. Nous signons avec le ministère pour produire des têtes bien faites, le reste n'intéresse personne. Jusque et y compris, peut-être même surtout, quand les comportements condamnables viennent de l'intérieur, il reste difficile d'être entendu. Des étudiantes, nombreuses, sont régulièrement apostrophées par un enseignant qui manie en cours avec une rare délicatesse des allusions à leur menstruation. Il faudra des années pour que les gamines qui ont eu le courage de parler soient prises au sérieux et l'auteur de ces invectives déplacées au moins sommé de s'expliquer devant une commission disciplinaire.
Des étudiantes, nombreuses là encore, alimentent le récit d'un professeur qui reçoit ses thésards chez lui, en peignoir, sans doute histoire d'être plus à l'aise dans la transmission de ses remarques académiques. J'ai le souvenir précis des conseils qui se transmettaient dans les coulisses pour échapper aux prédateurs, rien de plus. La vie associative elle-même échappe rarement au travers de la domination sexuelle masculine. La procédure d'adhésion au club étudiant d'une très cotée université parisienne incluait toujours, cette année, un test de disponibilité sexuelle. Et ne nous fermons pas les yeux. L'histoire des critériums qu'affectionnent tant nos étudiants de Sciences Po est émaillée de violences faites aux jeunes femmes. Chères étudiantes, chers étudiants, vous le savez, vos combats d'aujourd'hui feront le monde de demain et vous êtes mieux armés que d'autres pour le transformer. Nos bureaux à nous resteront ouverts à l'expression des traumatismes, nos amphithéâtres resteront accueillants à toutes les prises de parole sur les sujets les plus sensibles ou les plus clivants. Envers et contre toutes les pressions, malgré toutes les formes d'indifférence, nous soutiendrons votre combat. Il n'y a pas pire ennemi de la méritocratie que les violences subies à 20 ans. Loin de nous égarer, en vous soutenant, nous servons les plus belles valeurs de la République. Merci. Bonsoir. On m'a donné 5 minutes, c'est pour raconter qu'ici on agit, mais bien assez pour préserver notre humilité. 4 ans d'âge, Women Safe a été créé par la volonté d'une femme et d'un homme, très vite rejoints par des femmes et des hommes que le travail de terrain n'effraie pas. Leurs jours sont remplis de peine, de joie, de force, de conviction. Ils ne se sont pas autorisés à fermer leurs standards du fait d'un afflux de victimes après le hashtag Balance ton port, car une porte fermée, un téléphone qui ne répond pas, ce serait un échec pour nous et une double peine pour la victime. Ils ont renforcé leur équipe afin de répondre à une voix qui demande de l'aide. Je dédie cette soirée à notre équipe, composée de 25 engagés, dont plus de 2 tiers sont bénévoles. Médecins, infirmières, psychologues, juristes, masseurs, ostéopathes, professeurs de yoga, professionnels de l'art-thérapie par le chant, le théâtre, l'écriture. Je dédie cette soirée aux femmes. Nous aurions préféré leur laisser la parole, ô combien juste et tellement forte. Mais nous avons choisi de laisser la parole aux jeunes, ils sont notre avenir. Je remercie chaleureusement Céline Braconnier de nous avoir ouvert les portes de son établissement Sciences Po. Une union de valeurs et d'engagement auprès des jeunes nous réunit naturellement. Je remercie nos amis, ils se reconnaîtront, ils sont nombreux. Je me tourne aussi vers notre meilleur allié, notre force, notre femme de cœur, Florence, qui est depuis la genèse de Women Safe à nos côtés. Son coup de cœur pour la réparation chirurgicale des mutilations sexuelles a permis aujourd'hui aux autres femmes victimes de toute forme de violence de bénéficier de son rayonnement. Je nommerai Luc Frémiot, notre fidèle ami qui a démontré que santé et justice parlent le même langage. Il est le héros des tribunaux, celui qui tient tête aux idées reçues, qui met place à des mesures justes. Je nommerai Catherine Pancol, écrivaine, qui a choisi parmi de nombreuses associations Women Safe en offrant le bénéfice de la vente des t-shirts lancés par Hortense Cortez. C'est notre coup de cœur récent et nous la remercions chaleureusement. Je nommerai Lisa Asuelo, grande réalisatrice. LOL, quand elle a poussé la porte de Women Safe pour venir filmer la parole d'une jeune femme victime de violence alors qu'elle était lycéenne. Son projet de documentaire Yo Love, coécrit par Lisa et Laure, nous a enchantés parce qu'il démontre combien il est important de délivrer la parole au premier épisode de violence pour s'empêcher de grandir dans la vulnérabilité. Je nommerai Team Dup, dont l'avenir se dessine comme une promesse de belles paroles sur la mélancolie heureuse. Je nommerai Guillermo Guise, humoriste, qui fait rire tout le temps et à n'importe quel prix. Merci de nous montrer par sa présence que même sur un thème où le tabou est de mise, l'humour rend la vie plus douce. L'importance, c'est de rester un mec bien. Je nommerai Fabienne Dulac,
que je ne connais pas, mais je suis ravie de faire votre connaissance, qui est la fierté de toutes les femmes. La patronne d'Orange, une femme droite dans ses bottes, qui a été choisie pour occuper ce poste par ses qualités humaines et professionnelles. L'humanisme n'est-il pas une qualité instinctive propre à la femme? Je nommerai Frédéric Siriet, qui tresse dans ses livres les vies sous un ciel de mélo. Ce soir, il ne va pas concourir dans un tournoi de baby-foot, mais assister à une joute oratoire dont il nourrira peut-être son prochain roman. Vous ne pouvez pas imaginer comme nous sommes fiers d'avoir réuni un jury aussi prestigieux. Je voudrais saluer la présence de quelques personnalités en particulier, sans oublier que chacun de vous, vous êtes une personnalité. Madame la sous-préfète, Noa Akila Flégeau, Monsieur le maire de Saint-Germain, Mesdames et Messieurs les députés, Farida Alani, je ne sais pas si elle est là, mais c'est la vice-présidente du Conseil régional Île-de-France, élue en Seine-Saint-Denis, qui depuis notre première rencontre ne cesse aujourd'hui de nous mettre en lumière, de nous soutenir en s'opposant aux a priori qui laissent sous-entendre que dans les Yvelines, il fait juste bon y vivre. Les femmes accueillies chez Women's Safe viennent de partout, des Yvelines, de toute l'Île-de-France, de province et même de l'étranger. Oui, une femme victime sait franchir les frontières départementales, car sa volonté n'est pas d'appartenir, mais de redevenir. Notre représentante départementale de la délégation des droits des femmes et de la cohésion sociale, Marielle Savina, pour qui nous avons beaucoup d'admiration car elle œuvre à réunir ce qui est part sur un territoire très vaste et où la diversité sociale et culturelle remplit nos villes et nos zones rurales trop souvent oubliées. Anne Cupiec, présidente du pôle égalité femmes-hommes des universités de Paris-Sorbonne Cité, Diderot, Sciences Po Paris, qui a confié à Women's Safe depuis 2016 la destinée d'étudiantes et d'étudiants, d'enseignantes et d'enseignants, de professionnels administratifs afin de les soutenir et les soigner du harcèlement sexuel dont ils ont pu être victimes. Christelle Delarue, présidente fondatrice de la magnifique agence de publicité Mad Women, une agence indépendante fondée sur des valeurs féministes qui nous accompagne en pro bono dans nos actions de communication tellement indispensables. Jean-Marc Guéné, directeur France Ashoka, la plateforme d'entrepreneurs sociaux qui réunit les graines de la créativité pour un même enjeu, innover et changer la destinée du monde. Catherine Cabrol, qui dit « J'ai passé 5 années à chercher et à rencontrer des femmes qui oseraient montrer leur calvaire et m'en parler. Aujourd'hui, les écouter a changé ma vie. » Women's Safe va puiser ce soir dans l'énergie de ces 8 étudiants et étudiantes, on va inverser, étudiantes et étudiants, pour s'inspirer, se fondre, se voir confirmer qu'il ne suffit pas de s'indigner maintenant, il faut agir, et ici, on agit. Ce soir, la parité est totale, tant pour le jury que les candidats. À voix haute, les 8 étudiantes et étudiants vont nous montrer si nous parlons la même langue, si l'intergénérationnel n'est pas en crise, si la force des mots et des actes ne pourront pas changer la destinée des victimes. Parce que oui, même si les chiffres démontrent que la violence frappe plus souvent les femmes, les hommes victimes ne doivent pas être ignorés. Et puis après 4 ans d'existence, nous ne pouvons ignorer ce chiffre. 80% des femmes accueillies chez nous ont subi ou ont été témoins de violences dans leur enfance. Les enfants sont devenus notre priorité. Comment combattre les violences sans prendre le mal à la racine? La Journée internationale des droits des femmes nous réunit ce jour. Nous rendons hommage aux 2 pôles de l'humanité, dont le seul but devrait être de s'unir pour peupler un monde meilleur, une bataille pour retrouver de l'émotion, la tendresse, du rire. Il y a en nous tous une part de féminin et une part de masculin. C'est un équilibre. Privilégions cette conjugaison. La force d'être soi sera au bénéfice de tous. Bienvenue aux techniciens de Love in the Air, présents pour le tournage de Lieu Love. Un petit mot pour la presse. Biba, Gracia, L'Express, Marie-Claire, Paris Match, Le Monde. En particulier, un remerciement particulier à Claire Legros, que nous remercions pour le très bel article paru en juillet sur nous. Merci d'être là, la presse. Merci pour tout ce que vous allez dire de bien. Attention à ne pas dire de mal, parce qu'ici le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Et je voudrais finir en vous disant qu'aujourd'hui on est une association, on a besoin de sous. C'est pas mon habitude de parler d'argent, mais j'ai besoin de vous dire qu'aujourd'hui, ce soir, nous lançons
une campagne qui s'appelle #Ici on agit sur la plateforme GoFundMe pour financer notre structure en 2018. En 2017, Women Safe a permis à 470 femmes et 59 enfants de briser la loi du silence et de reprendre le contrôle de leur vie. De plus en plus de femmes franchissent le seuil de Women Safe et nous souhaitons pouvoir toutes les aider. Vos dons sauvent leur vie, je compte sur vous, nous comptons sur vous pour participer à la collecte de fonds. Merci. Chers étudiants, cette soirée organisée avec Women Safe, nous l'avons voulu pour vous. Il est temps de vous en laisser les rênes. Pour son engagement dans l'association Les Rencontres, sa participation enthousiaste à l'ensemble des projets structurants de notre école, pour sa fragilité non dissimulée et aussi pour son audace, parce qu'elle parle souvent fort, parce que son regard est impertinent, parce que ses talons aiguilles bousculent les conventions, parce qu'elle est capitaine de nos pom-pom petits pois, parce que ses mots sont parfois durs et son ton arrogant, parce qu'elle n'a que 18 ans et que nous avons encore tant à lui apprendre pour que sa parole porte plus loin. Je souhaite à toutes les institutions d'avoir une Alizée Jariot en son sein et je vous demande de l'accueillir pour animer cette soirée d'exception. Alizée. Admirateur de Clémenceau, pilier de l'association L'Écrivain, cofondateur d'un think tank étudiant consacré à l'agriculture, il est en marche depuis la première heure. Un temps dépité de n'avoir pu faire venir dans cet amphithéâtre le candidat Emmanuel Macron, il offre aujourd'hui à de nouveaux parlementaires les services de sa plume alerte. Il est, bien évidemment, le coach respecté, bienveillant et exigeant des finalistes de cette soirée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Arthur Königsberg. Bonsoir. 4 femmes. 4 hommes. Candidates. Candidats. Jury. Jury. 4 sujets. 4 minutes. À la positive ou la négative. Des sujets politiques, des sujets polémiques, des sujets brûlants, des sujets importants. Des sujets qui vont être jugés. Et maintenant, place au jury. Le premier jury est un écrivain né à Paimpol qui s'est dernièrement fait remarquer pour son 3e livre « Je suis capable de tout ». Le journal Le Monde dit de son livre que c'est une lecture à risque. La suite de l'article lui attribue un style à la Flaubert, une plume également satirique et des héroïnes à la Emma Bovary. La suite de l'article est également intéressante puisqu'elle dit qu'elle est réservée aux abonnés. Votre dernier livre, Betty Book, a été particulièrement salué par la critique littéraire. Frédéric Beigbeder dit même que c'est un livre qui nous raconte quelque chose sur l'apocalypse de la littérature. Ce soir, vous verrez que l'éloquence, elle, n'est pas en décadence. Je vous demande d'accueillir M. Frédéric Sirier. Voici une femme que le plafond de verre n'a pas arrêtée. Diplômée de Sciences Po Paris, elle se dirige vers le monde du privé après avoir passé quelques temps au ministère de l'Intérieur. Depuis 1997, elle monte rapidement les échelons de France Télécom. En 2011, elle prend la tête de la direction Orange Nord de France et assure le pilotage d'une entité opérationnelle de plus de 5500 employés. En 2015, à seulement 48 ans, elle devient la directrice d'Orange France. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir une femme pour qui la révolution numérique a été synonyme de succès, Fabienne Dulac. Il est né à Rambouillet, à l'extrême sud de notre territoire yvelinois, en 1994. Vous êtes donc le Benjamin du jury, étudiant en Master 1 de communication au CELSA en 2016, peut-être diplômé depuis, mais votre formation s'arrête là pour Wikipédia, donc pour moi aussi. En tout cas, vous avez choisi la musique, la chanson, vous êtes présenté comme l'un des derniers chanteurs à texte, l'un des derniers chanteurs engagés, alors que vous venez à peine de commencer votre carrière.
Votre dernier album est premier en date, Mélancolie heureuse est un succès. Lors de la promotion de cet album, vous avez indiqué sur le plateau d'On n'est pas couché que sur les débats, on vous avait conseillé de la fermer. Ce soir, vous êtes le bienvenu et on vous conseille de l'ouvrir. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Tindom, un nouvel entrant dans l'univers de la chanson française. S'étant tout d'abord tournée vers des études de gestion, elle s'est heureusement tournée vers le cinéma. Après quelques longs métrages, elle a réalisé, écrit et produit le film qui a bercé votre jeunesse, LOL. Elle s'engage pour les femmes, et notamment il y a 2 ans, lors de la Journée internationale pour le droit des femmes, en créant la plateforme No Gynophobie. Elle invente donc ce mot gynophobie qui décrit toutes les formes de violence faites aux femmes, de l'insulte dans la rue au mariage forcé. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement la réalisatrice féministe Lisa Azuelo. Il est belge une fois, de Bruxelles. Celui qui rêvait d'être footballeur professionnel dut y renoncer, faute à des muscles trop fragiles. Qu'à cela tienne, il passe une licence de sciences politiques, on vous plaint. Il réussit avec succès un diplôme de journalisme. Sa chronique sur France Inter est un succès grâce à son grâce à son humour absurde. Il est également sur les planches du Point Virgule pour son spectacle Guillermo Guise à un bon fond. Vous avez déclaré que vous disiez sur scène des choses que vous ne pourriez pas dire à un dîner. Ce soir, nos candidats diront des choses sur scène qu'ils n'auraient peut-être jamais dit au Crous. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir en guise de jury Guillermo Guise. Mais à Casablanca, elle arrive en France à 5 ans. Elle y apprend la musique des mots. Elle publie en publiant dans les journaux, en publiant des romans. Son premier succès, Moi d'abord, l'a conduit à New York, où elle continue d'écrire pour des magazines, des romans aussi, avant de revenir en France. En 2006, son roman Les yeux jaunes des crocodiles la propulse sur le devant de la scène littéraire. Un succès consacré au cinéma, qui sera suivi par 2 livres tout aussi populaires, La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park sont tristes de lundi. Elle s'engage aux côtés de Women Save pour lutter contre les violences faites aux femmes grâce à la vente de t-shirts avec des phrases féminines et féministes, positives et punchy, tirées de son dernier roman, 3 baisers. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir l'écrivaine et journaliste Catherine Pancol. L'emprise. Ce film si glaçant, ce film si marquant, ce film si poignant, vous y avez un rôle principal. C'est Marc Lavoine qui vous interprète. Celui qui chantait « Elle a les yeux revolver » se glisse dans votre peau d'avocat général et se met à défendre lors de son procès Alexandra Lange. Cette femme, humiliée, battue, martyrisée par son mari pendant 11 années et qui, lors d'une dispute conjugale, lui mit un coup de couteau pour se défendre de son bourreau. Lors de son procès, vous lui avez adressé ces mots. Ce procès vous dépasse. Le bruit de ses pas qui montent les escaliers le soir en rentrant du travail vous font comprendre que le danger rentre à la maison. Alexandra Lange fut acquittée et depuis, vous avez fait de la lutte contre les violences faites aux femmes votre cheval de bataille. Actuellement en poste à la cour d'appel de Douai, vous l'êtes, de par votre rhétorique, de par votre force de persuasion, de par votre éloquence. Et c'est un honneur, monsieur, ce soir de vous recevoir. Veuillez applaudir chaleureusement, monsieur le procureur de la République, Luc Samir. Et finalement, celle qu'on ne présente plus, et pourtant je vais le faire, celle qui, depuis des années, a conquis le cœur des Français par son humour,
celle pour qui être féministe, c'est être humaniste. Elle a fait ses débuts avec le groupe Les Top Models, avant d'être repérée et de jouer son premier One Woman Show sur la scène du Point Virgule, manquerait plus qu'elle soit drôle. Se sont alors enchaînés les spectacles humoristiques, les pièces de théâtre et les films, pas toujours comiques. Son dernier spectacle, Madame Foresti, la présente féministe, fervente et revendicatrice. Depuis 2014, elle s'engage aux côtés de Women Safe pour lutter contre les violences faites aux femmes en devenant la marraine de l'Institut. Notre Wonder Woman française nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements la présidente du jury, Madame Florence Foresti. Je sais pas pourquoi on me donne un micro, moi. Eux, ils en ont pas. Faut que je parle. Alors vous allez voir que j'ai pas d'éloquence du tout. En revanche, moi, quand j'ai pas de texte appris par cœur, par contre, j'adore les pupitres. Je vais me piquer celui d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Eh oui. C'est vous le fan? Bon. Alors, ouais, dès qu'il y a un pupitre, faut que j'y aille. Merci, je vous remercie. Je m'attendais pas du tout à ce César. C'est pas ça. Non, moi j'ai pas grand chose à rajouter à cette magnifique présentation auquel on a tous eu droit. Si c'était qu'en effet je suis marraine de l'association Women Safe depuis sa création, depuis 4 ans. Et j'aime être à leur côté, je suis très fière d'être à leur côté parce que c'est une association, vous l'aurez certainement compris, qui a le talent de réunir tous les corps de métier dont une femme victime de violence a besoin pour s'en sortir. Voilà, de la médecine à la justice, en passant par évidemment la psychologie, les forces policières. Parfois, malheureusement, il y a besoin évidemment de se défendre. Grâce à vous, merci. Et donc voilà, moi je suis très très fière d'être à leur côté. Je suis plutôt fière en effet de leur équipe qui, comme on vous l'a dit, est aux 2/3, je crois, bénévoles et ils ont besoin d'argent pour continuer à exister. Et ils ont besoin de vous pour entendre aussi des messages d'espoir d'une jeunesse qui, j'ai l'impression, est très concernée, très habitée et très douée, j'ai l'impression. Voilà, faites pas peur parce qu'on va vite être mis de côté. On va vite être remplacé. Mais bon, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de comédiens dans le coin aussi, hein. Ah, j'ai eu le sentiment. Voilà, bon, on a hâte de vous écouter, on a hâte de vous entendre parce que vous allez nous faire grandir. Voilà, merci beaucoup. Pour ce jury d'exception, un concours d'éloquence qui, nous l'espérons, sera tout aussi exceptionnel. Place au concours. Donc le premier sujet, lutte contre le harcèlement sexuel, la fin des jeux de séduction. En lisant le mot harcèlement sexuel, j'ai pensé à une lecture que j'ai faite dernièrement, où des élus d'une collectivité territoriale proposaient d'élargir les trottoirs pour éviter le harcèlement sexuel. Donc je ne sais pas ce qu'ils proposent pour les violences conjugales, peut-être d'élargir les maisons. Donc nos candidats, j'en suis sûr, auront de meilleures idées et de neuves idées. Membre de l'équipe participant au championnat de France de débat et d'éloquence, il avait su prendre le dessus sur son adversaire lillois lors des demi-finales du prix Mirabeau. Son timbre grave et son verbe acéré lui ont permis d'accéder à cette finale prestigieuse. Mesdames et messieurs, Maëlle Leroux. Le soir des sélections pour la finale, j'ai été heureux. Heureux de voir tant de gens parler librement. Cela m'a permis de retrouver de l'espoir. Alors, je me suis mise à rêver. Je me suis perdu dans les méandres de mon imagination, là où les frontières se brouillent entre réel et irréel. Je me retrouve dans une rue, quand tout à coup je croise quelqu'un. Il n'est pas vraiment humain, presque transparent.
Il demande à s'asseoir sur un banc, 5 minutes avec moi. Il est curieux. Il veut que je lui parle des hommes et des femmes, comme s'il découvrait l'humanité. Alors, je lui raconte. Je lui parle des pyramides, de la Renaissance, de Versailles, de l'Europe. Et du nazisme, des guerres, d'Éric Zemmour. J'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. Et puis je lui parle de l'amour. L'amour entre les hommes et les femmes. L'amour profond, sentimental, physique. Et du harcèlement, des agressions, des viols. Mais il a peur. Alors il me demande de lui parler des jeux de séduction. C'est vrai, on pourrait penser que c'est plus léger les jeux de séduction. On imagine aisément un troubadour à la fenêtre de sa dulcinée, jouant à la viole de gambe une douce sérénade pour qu'elle tombe de son balcon et qu'elle lui montre enfin sa belle mélodie. Alors j'aimerais lui dire que les troubadours et les dulcinées existent encore, que les jeux de séduction permettent de trouver l'âme sœur avec qui on vit enfant et on fait beaucoup d'heureux. Mais ça ne sonne pas très réaliste. Aujourd'hui, ces contes de fées empoussiérés sont posés sur l'étagère des rêves oubliés. Il reste silencieux quelques instants, mais il s'interroge. N'ai-je donc pas connu, moi, éternel optimiste, des jeux de séduction romantiques? Je remonte donc le fil de mes souvenirs, cherche à déterminer à quel âge je me suis senti prêt à m'engager dans une relation sérieuse, durable, engagée. Je m'arrête donc en petite section de maternelle et commence à réfléchir. Alors certes, il y a bien eu quelques clins d'œil avant le deuil d'un amour en déclin, un déclin très rapide et pentu, mais rien de plus. Sur l'échelle de l'amour, on est plus proche de la fanfiction de seconde zone que de Roméo et Juliette. Il semble compréhensif. Puis fatalement, il me demande d'évoquer le harcèlement. Mais moi je ne suis pas très à l'aise. Premièrement parce que je me suis toujours considéré comme quelqu'un de gentil, poli, courtois, affectueux et modeste. Mais aussi parce que je n'y connais pas grand-chose au harcèlement. Alors je fais de mon mieux. Je lui demande d'imaginer une meute de loups. J'ai hésité à lui dire qu'ils étaient verts, mais j'étais pas sûr qu'il ait la référence. Cette meute de loups, dont certains sont gentils, polis, courtois et modestes, et d'autres affamés, sont en face d'un troupeau de brebis. Alors certains loups, ils voient des brebis gentilles, polies et courtoises, mais d'autres un bout de viande, cuisson saignante, 190 degrés, 10 minutes. Alors il faudrait peut-être éduquer le jeune loup, pour que le jeune loup comprenne que la brebis n'est pas un mouton, à faire comme les cochonnes qui font baver les loups en chien. Mais que pourrons faire de plus pour aider les loups et les brebis à vivre ensemble? Je me dis que cette conversation devient décidément un peu naïve, mais aussi qu'il va bien falloir trouver une solution. Peut-être en acceptant que les brebis peuvent être aussi des loups, en acceptant que les jeux de séduction ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, qu'ils ne sont en aucun cas un rempart au harcèlement, mais qu'ils y mènent, bien souvent. Il disparaît et d'un coup je me retrouve seul. Ou je l'ai toujours été, je ne sais pas. Mais je comprends que voir les jeux de séduction disparaître au profit de la mort du harcèlement n'est finalement qu'un bien maigre tribut à payer. Car si c'est pour ces femmes qu'il faut le faire, celles qu'on entend, comme celles qu'on n'entend pas, mais surtout pour celles qu'on n'entend plus. Si c'est pour ces femmes qu'il faut le faire, alors nous ne devons pas hésiter. C'est quand même étrange ce que ça peut nous faire, de se perdre dans notre inconscient et de rêver. Ancienne comédienne, elle se tourne vers l'éloquence en arrivant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Désignée meilleure oratrice lors de son premier match à Rennes, lors du championnat de France de débat et d'éloquence, elle manie les mots avec force et ténacité. Féministe convaincue, elle nous avait transportés par son discours sur la lutte féministe, par les femmes et pour les femmes. Mesdames et messieurs, Juliette Dams. Votre patron vous pelote les seins sans votre accord. Harcèlement. Vous êtes dans un bar. Vous rencontrez quelqu'un. Il vous plaît, vous lui plaisez. Jeu de séduction. Vous sortez du RER. La nuit est tombée. Un inconnu vous suit. Vous craignez pour votre intégrité physique et morale.
vous a tapé dans l'œil. Vous lui dites qu'il est comme le vent qui fait chanter les violons et emporte avec lui le parfum des roses. Jeu de séduction. Libre à lui d'accepter ou non. Il pourrait alors me répondre que mes mots tendres enrobés de douceur se posent sur sa bouche, mais jamais sur son cœur. Bonne joueuse, je m'en irai alors, sans une remarque déplacée, ni insulte gratuite. Mais Maëlle pourrait aussi trouver mon sens du verbe particulièrement agréable. Peut-être même accepterait-il de faire plus ample connaissance avec la femme intrigante et mystérieuse que je suis. Commencerait alors le jeu de séduction, des règles tacites, évidentes et acceptées des deux personnes. Nul rapport de force, simplement deux êtres humains qui se découvrent. La séduction est nuancée et se construit ensemble. Le harcèlement est agressif et irrespectueux. Nous n'avons plus à nous taire face aux insultes. Nous n'avons plus à accepter que le premier pauvre type venu piétine notre dignité. Nous n'avons plus à dissimuler les viols. Nous désirons plus que tout que ce fléau ne puisse plus jamais obstruer notre carrière, notre vie personnelle, aussi bien qu'un simple trajet à pied. Les femmes ne sont ni des victimes, ni des petites choses fragiles. Elles ne demandent pas d'être protégées, mais de faire valoir leur droit à la sécurité et au respect. Est-ce trop vous demander? La séduction, c'est l'art de s'assurer que l'autre veuille aller plus loin. Ce qu'on leur reproche à DSK, à Weinstein, ce n'est pas d'être des séducteurs. C'est d'avoir agi comme des prédateurs sexuels. La séduction respectueuse n'existe pas que dans les films. Nous avons les moyens de faire de ce rêve une réalité. Nous en avons même le besoin urgent. Le harcèlement sexuel n'est pas et ne sera jamais de la séduction. Et ne vous en faites pas. Les femmes sont dotées du discernement nécessaire pour différencier les comportements adaptés de ceux qui ne le sont pas. J'espère sincèrement qu'il en va de même pour les hommes du XXIe siècle. Plus d'énergie a été dépensée pour s'inquiéter des répercussions sur les hommes que pour comprendre la douleur des femmes. Douleur de ces femmes, agressées aussi bien dans la rue que par un proche. Douleur de ces femmes humiliées au poste de police, subissant raillerie et culpabilisation. Douleur de ces femmes qu'une bonne partie de la planète ne prend pas au sérieux, parce qu'elles ont eu la bêtise de n'être femmes. Les actuelles mobilisations ne mettent pas dans le même panier la drague, le harcèlement, l'agression et le viol. Ne cherchez pas à nous infantiliser. Nous savons très bien où nous allons et ce que nous voulons. Pendant des décennies, des hommes influents, aux carrières prestigieuses, ont traité leur entourage comme un buffet d'attouchements à volonté. Ils viennent de recevoir l'addition. Mesdames et messieurs, ce qui est dit et répété depuis quelques mois tient en une phrase. Mon corps n'est pas et ne sera jamais à votre disposition. Merci Juliette, merci Maëlle. Nous passons au sujet suivant. Les hommes ont-ils un rôle à jouer dans la lutte pour l'égalité des sexes? Avec des mouvements comme He for She ou We Too, la question se pose de plus en plus régulièrement. Certains disent qu'il s'agit que d'une énième confiscation de la parole par les hommes. D'autres leur répondent que les hommes aussi ont le droit de se battre pour les femmes. Et vendredi dernier, à la 43e cérémonie des Césars, les hommes aussi portaient des rubans blancs. Était-ce leur rôle? Laissons les candidats une.
le premier candidat à la positive est Gianni Di Giorgi. Si vous ne voulez pas faire entrer ce grand Italien dans une colère noire, dites Gianni Di Giorgi. Champion de France d'éloquence l'année dernière, sa voix tape dans vos oreilles comme un tambour. Il ne laisse jamais de marbre son public. Il n'a qu'une seule idole dans la bouche, Jean Jaurès. Et ce soir, il tentera d'unir femmes et hommes dans la grande lutte pour l'égalité des sexes. J'ai vu l'inégalité. Ces femmes dont la dignité était mise à mal par les salopes, connasses et autres insultes d'un mari, d'un frère, d'un simple passant. J'ai vu ces femmes dévisagées par ceux qui les envisageaient. J'ai vu des épouses dont les corps bleutés témoignaient encore des violences de la veille. Et celles d'entre elles qui se sont défendues, combien d'années à plaider devant des tribunaux pour avoir non pas voulu vivre, mais survivre. J'ai vu ma mère sacrifier une partie de sa carrière professionnelle pour moi, sans que mon père, pourtant progressiste, ne s'insurge. J'ai vu ses amis, ses lycéennes, ces sciences-pistes, ces femmes, s'auto-censurer lorsqu'il fallait prendre la parole en public, malheureusement. Et j'ai vu tout ça en 20 ans, au XXIe siècle, en France. On va me dire maintenant que je ne devrais rien voir, que je ne devrais rien entendre, que je ne devrais rien dire, rester cantonné à mon rôle d'homme avec un petit H, une petite vision, insensible, viriliste, seul. Mais le sens de l'histoire, avec un grand H cette fois, ce n'est pas d'opposer les hommes contre les femmes, ce n'est pas les hommes qui spolieraient la parole des femmes. Non, le sens de l'histoire tient dans ce clivage, ceux qui croient en l'humanité contre ceux qui n'y croient pas. Et il n'y a pas des centaines et des centaines de manières de faire triompher les premiers, si ce n'est pas l'éducation. Oui, l'éducation de tous. L'éducation des jeunes hommes à la civilité, au respect, à la valeur égalité. L'éducation des jeunes femmes pour dire non, pour s'émanciper. Mais si nous suivons le raisonnement selon lequel un homme ne peut pas jouer un rôle dans cette lutte, alors pourquoi l'éducation? Comment la compréhension? Quand l'amélioration? Et les mêmes mentalités, les mêmes comportements, les mêmes attitudes qu'on dit aujourd'hui inhérentes à la société se reproduiraient encore et encore. Le ciment, c'est l'éducation. Il y a pire que le bourreau, écrivait un grand révolutionnaire. C'est son valet. C'est celui qui ne dit rien, celui qui occulte sa vision, celui qui par lâcheté sombre dans l'inhumain. Et madame, qui défendrait bientôt qu'un homme ne peut pas œuvrer pour l'égalité des sexes, dois-je vous rappeler que union a la même origine qu'égalité, et que la désunion que vous allez bientôt prôner n'est qu'un rideau de fer séparant ce qu'il convient de rapprocher. Comment viser l'égalité des sexes lorsque ceux qui composent le pluriel du mot sexe n'ont pas voix au chapitre? Victor Schœlcher était-il esclave? Victor Schœlcher était-il noir? Victor Schœlcher était-il asservi? Non. Non, et pourtant, la loi la plus humaniste de la Deuxième République, celle abolissant l'esclavage, porte son nom. Parce que c'est à travers ce prisme, le prisme de l'égalité, le prisme de l'humanité, que nous devons continuer ce combat. Parce qu'il faut faire preuve de ténacité, de volonté, pour lutter. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il que dans cette lutte pour l'égalité, nous soyons le deuxième sexe?
La deuxième candidate est une étudiante en deuxième année, pleine d'énergie, pleine de spontanéité, comme le montre son CV si long, présidente du conseil de la vie lycéenne de son ancien établissement, présidente du conseil d'administration. Elle est également depuis 5 ans coach et capitaine de cheerleading. Celle qui a pour passion l'aviation saura, par ses mots, j'en suis sûr, vous emmener au 7e ciel. Johanna Deverieux. Cher jury, cher auditoire, bonsoir. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Y a-t-il des garçons dans la salle? J'aime pas les garçons. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Les garçons veulent croire que sans eux, nous ne pouvons rien faire. Mais nous sommes capables de tout. J'aime pas les garçons parce que longtemps, ils nous ont fait souffrir et pleurer jusqu'à avoir les yeux jaunes, comme des crocodiles. Mais la vie change. Et c'est d'ailleurs le monsieur aux cheveux orange qui nous l'a dit. Make feminism great again. Dès 1850, dénigrés, non écoutés. Nous voilà en 2018, libérés et délivrés. C'est que maintenant que vous vous réveillez, messieurs? 1909, Hubertine, où étiez-vous? 1913, Emily Davidson, où étiez-vous? Ne pensez-vous pas, mesdames, qu'il est temps de laisser rien qu'une seule fois ces messieurs sur la touche? Je vous laisse juge. Voyons, profitez, soyez heureux. Regardez le match. Pour une fois, c'est une femme qui vous le demande. Et pendant ce temps, le Gianni ayant tchatché toute l'année se trouva fort dépourvu quand sa contradictrice fut venue. Oh Gianni, qui te rend si hardi de troubler mon ouvrage? Ne vous énervez pas contre lui, monsieur a un bon fond. Hélas, à voir des hommes se battant à notre place, brandissant nos pancartes, ce n'est pas ma tasse de thé. En ce qui nous concerne, messieurs, vous n'avez pas la science infuse. À ce propos, petit aparté, vous prétendre féministe ne vous aidera certainement pas à faire de nouvelles rencontres amoureuses. Si vous êtes un célibataire en quête de révolte, de manifestation, je pense qu'un sous-mythique sera beaucoup plus adapté. Dès à présent, revenons au sujet, soyez de simples supporters. En tant que joueuse, car oui, nous femmes sommes déjà sur le terrain, je me permets donc de vous suggérer de préférer ne pas profaner notre profession en vous prétendant prophète d'une cause certes prometteuse dont vous ne connaissez rien. Car oui, la lutte pour l'égalité des sexes résulte d'une expérience vécue. Ce n'est pas un phénomène de mode, mes chéris. J'entends misandrie? Misandrie. Mais non, messieurs, je vous défends. Laissez-nous porter nos pancartes. Je vais utiliser des mots simples, basiques, simples. Si un jour, je peux être libre de mes actions, ce sera le jour où le PSG pourra vaincre enfin le Real. Ce jour n'arrivera qu'à l'aube d'un soleil noir. Et c'est fièrement ce soir que je déclare « I have a dream !» Je serai libre. Je pourrais lâcher mes cheveux, comme Dalida ou Gint Moira. Mais les hommes ne peuvent pas comprendre. Mesdames, le mot féminisme est déjà masculin. Lol, il ne faudrait pas que le combat aussi le devienne. Alors oui, la lutte pour l'égalité des sexes est une affaire de femmes. C'est logique, presque mathématique. Et puis, aussi triste soit la vérité, avant d'inviter les hommes à nous rejoindre, il faudrait déjà que les femmes, entre elles, se rassemblent. Alors oui, Gianni, on se tient la main. Nous, les pétasses, les connasses, les bougresses, les poufias, les muchachas. Et toi, mec, tu restes à ta place.
Bien, sur ces paroles pleines de combativité et de rage, abordons le troisième sujet. Hashtag balance ton porc, les hommes sont-ils aussi des victimes? Donc pour ce hashtag et le hashtag également MeToo, Éric Zemmour, lui, mettait un signe égal en mettant hashtag les juifs en 40. J'ai jeté un froid dans la salle. Donc, il voulait parler de la calomnie, de la dénonciation. Mais de l'autre côté, nous pouvons aussi nous demander si la justice et si ces hashtags ne sont pas synonymes de transparence et de prise de conscience. Pour répondre donc à ces questions, nos deux candidats. Secrétaire générale des tribuns, trésorière de Saint-Germain-Faux, représentante des élèves au CA, cette finaliste trouve également le temps de faire de l'éloquence, puisqu'elle avait représenté notre IEP à la finale du concours d'éloquence UNICEF cet automne. Voici celle qui avait su vous convaincre en chantant Carmen, Laura Corsimo. Eh bien, mesdames et messieurs, les porcs sont sortis. Cinéma, presse, politique. Non qu'ils viennent d'apparaître, non. Ils étaient cachés derrière un paravent de déni, se baignant dans un bain de boue et allant semer le dégoût, usant des corps des plus vulnérables, sans se soucier de la façon irréversible de salir leur vie. Aujourd'hui, les femmes ont ouvert les portes de la porcherie, laissant échapper les relents de l'horreur et du mépris. Mais avons-nous oublié que si le mot victime est féminin, il n'est point besoin d'écriture neutre pour en faire un terme masculin. Qu'elles soient femmes ou hommes, les victimes silencieuses brisent aujourd'hui l'omerta. Et si c'est le silence que je combats, c'est bien celui de ceux qui souffrent. Que faisons-nous des hommes qui subissent ces violences sexuelles? Devons-nous minimiser leurs appels à l'aide? Devons-nous cacher les victimes parce qu'elles ont eu le malheur de naître hommes? Si je défends les femmes qui n'osent se confier, je défendrai les hommes de la même manière. Ah, qu'il est malsain aujourd'hui de regarder Frank Underwood embrasser un homme de force derrière une porte dérobée de la Maison Blanche dans House of Cards. Si l'on connaît les déclarations sulfureuses et misogynes de Donald Trump, Kevin Spacey n'a pas épargné les hommes. Preuve que les présidents des États-Unis agressent aussi bien des hommes que des femmes. Cher public, cher président des États-Unis, enfin, presque tous, pardonnez-moi cette généralisation. Tout comme vous pardonnerez peut-être à Caroline Dehaas ses propos dégradants à l'égard de la moitié de l'humanité. Un homme sur 2 ou sur 3 est un agresseur. Au nom des victimes, je demande à la moitié des hommes de ce public de se lever, vous qui, au su et au vu de tous, mais que personne n'ose dénoncer. Foutaise, Madame Dehaas, dans votre folie idéologique qui semble atténuer votre discernement, ainsi que votre capacité de raisonnement, n'oubliez pas qu'un homme sur 2 est une femme. Nous prenons la mesure d'une monstruosité que l'on aimerait unique en son genre. Alors que non, tous les hommes ne sont pas des porcs. Et puis dans ce cas, que les femmes peuvent être détruites. On est bien loin d'une histoire d'amour à la Bodyguard lorsque Maria Carey oblige son garde du corps à regarder ses actes sexuels. À sa place, j'aurais pas dit non. Qu'il est insupportable d'entendre ce genre de commentaires. Auriez-vous prononcé ces mots lorsque l'humoriste Louis C.K. s'est masturbé devant les femmes? Je ne veux pas que l'on oublie les violences faites aux femmes. Je veux qu'on les dénonce, toutes, sans exception. Lors de la cérémonie des Césars, Julie Gaillet lançait le mouvement « Maintenant on agit » contre les violences sexuelles envers les femmes. Et pourquoi pas envers les hommes? Non, messieurs, vous n'êtes pas des tapettes. Non, mesdames, vous n'êtes pas plus faibles que les hommes. Oui, il faut agir, mais faisons-le pour tout le monde. Celles et ceux qui crient haut et fort pour l'égalité femmes-hommes, criez également pour l'égalité entre les victimes. Mesdames, messieurs, cessez de vous taire. Non, ce n'est pas de votre faute. Non, cela ne passera pas avec le temps. Non, vous n'êtes pas plus faible que les autres. Et surtout, n'oubliez jamais. Non, ce n'est pas de votre faute.
Po Saint-Germain. Il s'attaque à l'éloquence après avoir présenté des invités et aussi interviewé Aurélie Filippetti. Son style personnel et décalé des codes de l'éloquence lui avait attiré les faveurs du jury lors de la demi-finale. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Arnold Le Gueil. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte? Nous sommes en public tout de même. Vous n'avez pas honte de dégrader ainsi des femmes victimes? Vous n'avez pas honte de réhabiliter leurs bourreaux? Non, ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais de ce débat. Et cet intitulé est parfaitement scandaleux. C'est une honte. Parce qu'en 2016, 123 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. Elles étaient 220 en 2017. Une femme meurt tous les 3 jours pour cette même raison. Il y a eu 16 000 viols en France en 2016. Cela veut dire qu'une femme sur 10 en moyenne se fera violer au moins une fois au cours de sa vie. Et ces chiffres, s'ils sont énormes, sont largement sous-estimés. Parce que dans la majorité des cas, les femmes ne portent pas plainte. Elles n'osent même pas prendre la parole. Alors ce sont les hommes, les victimes? Non, voyez-vous, j'aimerais que vous me disiez dans quel monde vous vivez pour écrire de tels intitulés. Bon, vraisemblablement pas le même que le mien. Hein. Non. Mais dites-le, c'est quoi le problème? Ce sont les femmes qui sont responsables de leur viol, c'est ça? Bah allez, dites-le, on gagnera du temps. T'en penses quoi, toi, Florence? Des viols des femmes. Oui, bah, il fallait pas répondre. Hein. Et merci. Non, bon, il n'y avait pas besoin de couper, mais c'est pas grave. Non, je sais plus ce que je disais, mais je vais inventer, comme ça, on sera bien comme ça. Non, évidemment, les femmes ne sont pas responsables de leur viol, ce sont elles les victimes. Alors certes, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Bon, du coup, je vais pas dire si t'es un violeur, Frédéric, parce que sinon, on va passer du temps. Non, tous les hommes ne sont pas des violeurs, fort heureusement. Mais aucun d'entre eux n'est victime de balance ton port, parce que ce sont bel et bien les femmes qui se font harceler, agresser, humilier à longueur de journée, à longueur de vie. Alors, vous savez, vous allez me dire, Arnold, tu ne parles pas des hommes, tu es hors sujet. Alors, c'est sûr hein, que je pense être le premier ce soir à réellement parler des femmes. Et je vais même pousser la provocation plus loin, puisque je compte vous dire des choses intéressantes. Mais laissez-moi vous dire, non, je ne suis pas hors sujet. C'est vous qui êtes hors sujet lorsque vous prétendez que certains hommes sont également victimes de balance ton port. C'est vous qui êtes hors sujet lorsque vous souhaitez passer sous silence les femmes et leurs ressentis, et leur vécu, et leurs propositions pour changer notre société. C'est vous qui êtes hors sujet, madame, monsieur, lorsque vous souhaitez revenir à la normale. Vous savez, la normale, cette situation parfaitement anormale, justement, où la femme se tait et se laisse faire. Bah ouais, c'est tellement plus simple d'un coup, non? Et nous devrions tous avoir honte de notre comportement et de notre mutisme. Mais bon, c'est quand même certains plus que d'autres. J'ai écouté Laura Coursimo, ouais, ça m'arrive. Et si nous avons tous compris que par son discours rétrograde, hors du temps, d'un autre temps, elle était déjà la femme du passé, voilà que par son discours prenant l'inaction totale face aux violences faites aux femmes et la plainte constante des hommes, elle s'est également révélée être la femme du passif. Et je lui souhaite d'avoir honte, parce que c'est de la gravité dont nous avons besoin dans ce débat. Alors, c'est sûr que Balance ton port suscite des doutes, des réactions. Moi-même, j'en ai eu. Ce n'est pas élégant, Balance ton port, n'est-ce pas? Bah non. Le viol, est-ce que c'est élégant? Et la main à la cuisse, est-ce qu'elle est élégante? Et les paroles obscènes, est-ce qu'elles sont élégantes? Non, rien de tout cela n'est élégant. Et ce qu'il est encore moins, c'est d'associer la souffrance des femmes victimes de viol et de violence à celle de quelques hommes en mal, pardon pour le jeu de mots, de domination et de virilité, parce que ces souffrances n'ont rien à voir. Faire cette comparaison, c'est déjà dégrader les femmes. Et vous le faites ce soir. Alors, Madame Coursimo, tel que vous êtes présentée au début de votre discours, vous étiez la procureure, j'aime bien cette expression, des droits de l'homme au singulier, de la liberté, de la justice et de l'égalité. Bon, parfait, hein. Super, on va rien dire. Hein. Mais bon, c'est quand même dommage qu'entre-temps, vous soyez également devenue l'avocate des violeurs. Non, c'est absolument pas polémique, c'est tout à fait politique. Mais laissez-moi vous dire... il va falloir que je conclue. Laissez-moi vous dire, l'histoire vous jugera et elle vous condamnera. Comme elle a jugé et condamné toutes celles et tous ceux qui, avant vous, ont expliqué comme pour mieux excuser, ont justifié comme pour mieux disculper. Parce que, madame, monsieur, je sais, cher jury, l'histoire n'a qu'une seule vérité, c'est la suivante. Ce n'est pas à la femme de culpabiliser, c'est à l'homme de changer. Merci Arnold, merci Laura. Nous allons maintenant passer au dernier sujet de la soirée,
Qui ne dit mot, consent. Ce proverbe s'applique à bien des domaines. Il peut désigner celui qui reste sans rien dire, celui qui regarde, le complice par sa passivité. Mais on peut aussi s'intéresser à un sens, le consentement lors d'un rapport sexuel. Si une des deux personnes n'a rien dit, ne s'est pas débattue, n'a pas exprimé de refus clair, était-elle pour le moins consentante? La petite Sarah, 11 ans, n'a rien dit. Donc le premier débatteur est Elias Kari, c'est un étudiant en deuxième année. Il aime jouer avec les mots, avec les sons, avec les rimes. Il ne laisse jamais son auditoire de marbre, son auditoire ce soir en or. Son style à la Stéphane de Groot bétonne. Celui qui est le président de Les Bonnes Ondes, la radio officielle de Saint-Germain-en-Laye, va vous montrer, encore une fois, au micro, que le silence est signe de consentement. Non. Non, 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 non. Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot suffit pour que tout devienne clair, et celle qui renonce me désespère. Ce soir, je suis déter pour vous dire que se taire est une tare, car savoir dire non constitue tout un art. Et non, il y en a toute une famille. Il y a le non poli, subtil mais efficace. Il y a le non sarcastique, accompagné d'un petit rictus. Et bien évidemment, il y a le non clair et catégorique. Il est une façon donc de faire passer le message, 50 nuances pour sortir de la zone grise, parce que celui qui grisait vous propose des choses grivoises, alors que vous ne le voulez pas, eh bien il faut le recadrer de but en blanc. Et pour cela, il faut l'énoncer clairement. Annoncer que non, c'est non, sans négociation. Certains qui prétendent qu'un tendre regard suffit et que les mots sont inutiles. Que quand on sent, on n'est pas con, on le sent. C'est le cas d'un de mes amis, un certain Jérôme C, qui m'expliquait que c'était tout dans le regard, les yeux dans les yeux, et qu'on ne pouvait s'y tromper. Mais en matière de consentement, n'en déplaise à mon ami Jérôme, même les yeux dans les yeux, il y a toujours un risque de fraude. Non, il faut dialoguer. Car parfois, par peur du dialogue, on en arrive à l'autre extrême. C'est le cas en Hollande. Ce pays est vraiment tombé bien bas. Les bougres ont créé une application que je cite. Cette application permet d'établir un contrat numérique de consentement mutuel entre des personnes sur le point d'avoir une relation sexuelle. Mais où en est-on arrivé? Tandis que certains se muent dans le silence, d'autres balancent leur consentement dans le cloud avant de même s'envoyer en l'air. La solution était pourtant simple, je la répète. Donnez clairement vos intentions à votre partenaire. Refuser n'est pas toujours facile, me direz-vous. J'y consens. Et je ne souhaite d'ailleurs culpabiliser personne. Ce simple petit mot, non, peut parfois sembler une épreuve insurmontable. Mais pour autant, je n'accepte pas que l'on fasse l'éloge du silence. Un silence, c'est une arme qui se retourne contre la vie. Car malheureusement, qui ne dit mot laisse place à l'ambiguïté. Comment se défendre le lendemain, quand de l'extérieur, aucun de vos tiraillements internes n'ont été perçus, n'ont été entendus, n'ont été écoutés? Ne rien dire, c'est se résigner à souffrir. Dans les transports en commun, par exemple, les femmes devraient économiser leur salive lorsque des mains invisibles se baladent le long de leurs courbes. Lorsque d'horribles individus dotés d'une pomme d'Adam s'immiscent dans leur intimité? Non! Qui ne dit mot consent. Et les femmes valent mieux que cela. Elles ne seront pas d'éternelles victimes muselées. Dans ce contexte général de libération, j'offre un appel à chacune d'entre elles. Libérer, délivrer,
vous ne mentirez plus jamais. Dites oui ou non, mais faites-le avec le cœur, pas avec le corps. Élodie Collot est une étudiante en première année. Elle participe à son premier concours d'éloquence. Lors des demi-finales, elle avait envoûté et enchanté son public. Il lui avait fait peur en criant un grand slash. J'avais vraiment sursauté. Son style théâtral, audacieux et plein d'énergie vous envoûtera vous aussi. Et comme Slash, bourrée de talent, elle vous montrera qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Élodie Collot. Les mots, passants éphémères soufflant les passions qui agitent nos âmes esselées. Ils ne laissent aucune trace, aucun sillage. Voyageurs incertains, ils tentent nos existences de leur spontanéité mélodieuse, puis s'évanouissent dans les limbes du passé. Les mots effleurent, transportent, réchauffent, agitent, laissent, tourmentent, trahissent. Cependant, malgré la souffrance qu'ils peuvent nous infliger, rien n'est pire que leur absence. Elle symbolise une résignation profonde, incompatible avec l'essence même de l'homme. Seule la terreur peut en être l'origine. Alors si une femme ne prononce mot lorsqu'on l'agresse, qu'on la violente, qu'on s'attaque à sa pudeur, ce n'est pas parce qu'elle adhère à ces immondices, mais parce qu'elle redoute les immondices à venir. Hobbes soutient que l'homme, par peur de la mort, abandonne son liberté et se soumet à l'adversaire. La femme, par peur des représailles, abandonne son droit de parole et se soumet à l'oppresseur. Quitte à cette consigne tirée vide des tours, qui ne dit mot qu'on sent. Quelle drôle de maxime qui de nos jours défend de sombres desseins. Ironie du sort, elle fut prononcée pour la première fois par le pape Boniface. À noter que la condition de la femme à cette époque se limitait à sa liberté de se rendre aux latrines et que sa parole était équivalente à un pet-de-mouche. Ah oui, la femme fut de tout temps réduite au silence, et ce silence fut considéré comme une acceptation de son misérable statut. Vous vous doutez bien que la femme adhère à cette forme de domination masculine qui est brise de pauvres créatures chancelantes des aléas du monde extérieur. Fabulation! Jamais, au grand jamais, un maître n'a pu souhaiter sa propre servitude. John Stuart Mill le souligne merveilleusement bien. L'homme, créature rationnelle, n'accepterait jamais un retour à l'animalité, pourtant synonyme de bonheur certain, car il rejette l'asservissement passionnel qui enchaîne la bête à ses pulsions primaires. Si Mill n'a su vous convaincre de l'exactitude de ma thèse, condamnant ce proverbe en raisonnant par l'absurde. Expliquez-moi, comment une muette pourrait-elle donner son accord en cas d'atteinte à la pudeur? Si le mot est unique consentement. Il est certain, en cas de viol, la pauvre Hélène Keller aurait tapoté dans la main de son agresseur, espérant que la transcription manuelle de ses pensées arrête le psychopathe. Absurdité! Note! Pensez-vous réellement que la femme douée de parole face à un homme à la corpulence gargantuesque et au pénis pétillant se dresserait fièrement et puis lancerait de sa voix mélodieuse un gros, ainsi tu me touches sur la tête de ma mère. Vilipende. Absurdité! Un jour, la sonnerie du téléphone s'élève dans votre demeure. Vous décrochez, la main tremblante. Au bout du fil résonnent les paroles des fétistes de l'avocat, déclarant que l'agresseur de votre fils, la chair de votre chair, relâchée sous prétexte qu'elle n'ait prononcé le mot pendant l'acte. La rage vous consume. Vous imaginez votre propre enfant, terrorisé, petit animal craintif que vous avez bercé.
Chérie, aimée, une ombre a soufflé sur la flamme utopiste qui illuminait son regard. Son sourire enfantin s'est évanoui dans les limbes de l'humiliation. La justice elle-même est complice de ce drame et forge ainsi les chaînes qui ont de tout temps asservi le sexe féminin, accusé d'être le maître de sa propre servitude. Ce soir, les mots d'une femme jaillissent, vous submergent. Je me dresse face à vous, non pas pour légitimer une soi-disant posture de messie féministe, bien de vous assommer de boutades maladroites sur l'équité. Je suis ici simplement pour parler et prouver que les mots d'une femme peuvent eux aussi s'affranchir. Donc le concours d'éloquence est désormais terminé. Nous invitons le jury à regagner les loges afin de délibérer. Nous allons maintenant assister à une projection. Une projection va vous présenter les actions de Women Safe, donc l'Institut en santé gynécologique qui est basé à Saint-Germain-en-Laye et avec qui nous sommes en partenariat. Bon film. Bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez. Bonjour Brigitte Chanier, on va parler santé, mais j'allais dire santé de notre planète et de notre société, puisque demain aura lieu la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Alors France Télévisions, bien sûr, se mobilise pour cette cause, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur le centre de soins qui apporte une réponse originale, mais surtout bienvenue aux femmes victimes de violences, toutes les violences, on est bien d'accord, quelles qu'elles soient. Exactement. Alors, ce centre, justement, c'est son originalité. D'abord, il est situé à Saint-Germain-en-Laye, au sein de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, qui s'appelle Woman Safe. Et son originalité, c'est qu'il accueille des femmes victimes de toutes sortes de violences, des violences rituelles comme l'excision, des violences conjugales, des violences physiques, des viols, du harcèlement que des femmes peuvent subir de leurs conjoints, des viols, du harcèlement dans les entreprises. Donc toutes ces femmes-là peuvent venir et trouver une réponse. Et la deuxième originalité, c'est que ce centre va apporter une réponse qui est à la fois médicale et juridique, c'est-à-dire les femmes qui subissent ce type de violence vont avoir une santé qui se dégrade, on le sait, il y a des répercussions à très long terme de ces violences. Donc on va s'occuper de leur santé, mais on va s'occuper aussi de leurs problèmes juridiques, parce qu'on sait que quand elles sont reconnues comme victimes, quand elles peuvent mener une action en justice, elles vont aller mieux et ça va aussi interférer avec leur santé et leur prise en charge médicale. Donc on a rencontré une de ces femmes et ces professionnels de santé, on regarde. Les violences que j'ai subies ont été essentiellement d'ordre psychologique de la part de mon ex-mari. Il s'agissait de reproches, de façon de me manipuler pour me faire culpabiliser, de me rabaisser à la moindre occasion, de me faire sentir que j'étais nulle, que je valais rien, que je savais rien faire. Et à partir d'un certain moment, mon corps est tombé malade de manière très fréquente et régulière. Et même encore là, récemment, j'ai fait un infarctus il y a 2 mois. Ce sont des signaux d'alerte que le corps donne. Les femmes victimes de violences présentent tous les symptômes de l'état de stress post-traumatique, comme les victimes d'attentats, cauchemars, des insomnies, des dépressions, des idées suicidaires, des phobies, elles n'osent plus sortir de chez elles. Alors
les problèmes de santé physique, c'est surtout les douleurs, que ce soit les douleurs, les migraines, que ce soit les douleurs digestives, les brûlures d'estomac, que ce soit les colites spasmodiques de stress avec des crises douloureuses terribles. Ici, on leur explique que tous ces symptômes disent quelque chose. Et au fil des entretiens avec les psychologues, on voit ces symptômes psychosomatiques qui diminuent. L'intérêt du cercle de parole, c'est vraiment d'échanger justement. Et aussi, parfois dans les violences, on a un sentiment de solitude qui peut parfois être prégnant chez les victimes. Et ici, ça permet aussi de se sentir un peu moins seul. Qu'on soit tous réunis ensemble pendant un moment donné, dans l'apaisement, dans la sérénité, ça fait énormément de bien. Dans le centre, on est plusieurs intervenants. Il y a beaucoup de psychologues, il y a plusieurs juristes, il y a 2 avocates, il y a un masseur, il y a une prof de yoga. Grâce à cette synergie d'action des différents intervenants, les femmes récupèrent plus vite, physiquement et psychologiquement. Et puis, une fois qu'elles vont mieux, elles peuvent entamer les procédures, les juristes les accompagnent. Et ça fait partie de leur réparation psychologique, oui. Et les juristes aussi interviennent dans la baisse de leur douleur. Parce que là, elles ne sont plus les victimes, elles commencent à être un petit peu proactives. C'est mieux. Aujourd'hui, je garde un lien toujours fort avec le centre. L'équipe est toujours présente pour moi. Ça me donne une force morale qui est absolument nécessaire pour continuer à me battre et pour essayer non pas de guérir, mais d'aller mieux pour moi-même et pour mes enfants, malgré les difficultés. Oui, un centre qui permet de soigner, d'accompagner, de réparer aussi, de sortir de l'isolement. Alors, exactement. Info pratique. Oui, parce que le gouvernement met quand même à la disposition des femmes victimes un numéro de téléphone et un site internet où on va trouver vraiment des informations capitales. Alors ce numéro de téléphone gratuit, le 3919, ce site internet qui apparaît peut-être à l'écran, oui, et aussi le site internet de ce centre, woman-safe.org, je crois. C'est ça, mais de toute façon, toutes ces infos, vous les retrouvez sur le site internet de Télématin. Merci Brigitte Fagnon. Je crois qu'après la diffusion d'un tel reportage qui nous montre l'action de ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour aider ces victimes, toutes ces personnes assises au premier rang méritent un tonnerre d'applaudissements de la part du public. La thérapie peut également passer par l'art, qui est l'expression de l'âme, et c'est pourquoi les étudiants ont organisé un concours photo, et je vais laisser Diane Chefdorf, présidente de Solidarité, vous expliquer en quoi consistait véritablement ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, afin de vous faire patienter encore un peu avant l'annonce des résultats du concours d'éloquence, j'ai le plaisir de vous parler d'une belle initiative étudiante. L'organisation d'un concours de photographie sur le thème de la femme sous ses multiples facettes. Donc ce concours a été imaginé par la candidate Laura Coursimo, que nous avons eu le plaisir d'écouter, mais également par l'association Solidarité. Nous souhaitions éveiller les talents artistiques des étudiants à travers un thème qui nous tenait à cœur. La femme sous ses multiples facettes, c'est-à-dire la femme plurielle. C'est une manière de lutter contre l'essentialisation de la femme qui tend à l'enfermer dans un ensemble de stéréotypes discriminants. Et nous avons la chance d'avoir un jury d'exception pour juger les 14 photographies participantes. Tout d'abord, Monsieur Olivier Roller, photographe de renom, Madame Frédérique Marthe, cofondatrice de l'Institut en santé génésique Woman Safe, Monsieur Joël Pobel, plasticien et enseignant, et Madame Catherine Cabrol, notre présidente du jury.
Donc Catherine Cabrol est une photographe et réalisatrice qui s'intéresse essentiellement aux êtres humains. Elle parvient à travers ses photographies à capturer avec justesse les personnalités et les émotions de ses modèles. Et c'est notamment à travers son travail autour des femmes qu'elle est parvenue à nous faire avoir beaucoup d'émotions. Donc c'est à travers sa série de photographies Blessures de femmes, où on y voit des femmes ayant subi toute forme de violence. Je vous invite à aller le voir sur le site internet. Et donc le jury a décidé qu'il y ait 2 finalistes qui viennent sur scène nous parler un peu de leur photographie, afin qu'il y ait un seul gagnant au final. Donc je vais appeler sur scène Mademoiselle Maëva Mériot. Et ensuite, Monsieur Loris Garrido. Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir gagné. C'est un honneur pour moi. C'est un thème. Ouais. Ah d'accord, très bien. Très content d'être en finale du coup. Et voilà, c'est un thème qui tient plutôt à cœur. Donc je souhaitais représenter, enfin photographier plutôt, je sais pas cette photo. Quelqu'un avec qui la photo prend tout son sens parce que derrière sa apparence plutôt innocente cache en réalité une féministe engagée. Et du coup voilà, c'est dans sa personne que se retrouve vraiment l'essence de la photo. Et on a voulu du coup jouer sur les caractéristiques genrées de la société qui cristallisent un peu le discours antiféministe avec notamment des couleurs, donc, tantôt bleu et rose, ou encore sur sa personne elle-même avec son accoutrement, donc avec le jogging par exemple, même s'il est fendu, ou encore la coupe ou les bottes. Et du coup, voilà. Ok. Bon, alors pour moi, pour ma photo, pas vraiment de réflexion technique ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment fait à l'instinct, pas dire à l'arrache, parce que j'ai décidé de me mettre dans ce concours photo un peu tardivement et de prendre cette photo un peu, un peu rapidement. Alors, ce que j'ai voulu montrer au travers de cette photo, c'est la liberté et l'indépendance, qui sont pour moi deux des multiples facettes des femmes. Cette photo nous interpelle par le contraste qu'elle dégage, enfin c'est ce que je vais retranscrire. Le contraste entre cette femme, cette mère en l'occurrence, qui répond aux soi-disant canons de la beauté féminine. Elle est relativement mince, elle est souriante, on voit qu'elle est maquillée, qu'elle fait attention à son apparence. Et à côté de ça, on a une grosse moto, en plus une Harley Davidson, qui est plutôt synonyme de masculinité, d'un monde très empreint de la virilité, bourré de testostérone. Et voilà, en fait, ce cliché, c'est l'inverse d'un cliché. C'est une femme qui, là, on pourrait l'imaginer dans ce genre de photo, avec des motos plutôt en tant qu'objet de décoration, voire élément marketing. Au contraire, elle chevauche cette moto et elle se l'approprie. Ce que j'ai voulu retranscrire aussi, c'est la confiance en soi et l'indépendance d'esprit de ma mère, qui est mon premier modèle dans tous les sens du terme. Et aussi, voilà, l'idée c'était vraiment de faire un cliché très spontané, très naturel, très sincère, parce que je vous mens pas, elle est vraiment motarde et c'est vraiment sa moto, elle la conduit vraiment tous les jours.
Donc voilà, je suis juste très honorée d'avoir été choisie pour la finale, je m'y attendais pas du tout. Et juste un petit mot pour remercier Laura, je ne te vois pas, mais d'avoir organisé ce super concours. Et puis un bravo aussi à tous ceux qui ont participé parce que je sais que c'est pas super évident de s'exprimer sur des choses un peu personnelles, notamment au travers de la photo et de l'art. Donc voilà, merci à tous. Madame Catherine Cabrol, je vous invite à me rejoindre sur scène. Excusez-moi pour tout à l'heure, la précision. Bonsoir. Donc un sportif qui vient fait des photos sportives en survêtement. Et oui, on était 4 à parler de ces photos et je crois, mademoiselle, que vous avez gagné. Parce que je suis désolée, même si j'aime beaucoup le sport, je suis très engagée dans le sport et parce que justement dans votre photo, je crois que j'ai convaincu un peu tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose d'humain et pas encore dans l'autre image. Il y a quelque chose peut-être de l'amour de votre mère, de cette notion de maman. Il aurait juste fallu dire c'est ma mère et c'est sa moto. Et, enfin, votre discours était très touchant. Mais c'est vrai que des fois une légende courte le dit aussi bien et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'humain et de sincère et son sourire est quelque chose de fort. Et moi j'aime bien l'exemple des mamans. Ça m'intéresse. Et la photo est simple. C'est pas dingo non plus, mais ça a le mérite d'exister et d'être simple. Voilà. Et bravo à vous quand même, parce que c'était bien. Mais c'est encore. Il y a peut-être trop de choses dans la vôtre, par contre. Trop d'idées. Des fois, moi, c'est ma paroisse, hein, je prêche pour ça. De faire des photos simples avec trop d'idées tue l'idée. Mais c'est un petit point de vue. Pour la prochaine fois, moi je veux bien travailler au départ du concours et on aura des photos, mais à la fin, je suis sûre que, je ne dis pas que grâce à moi, mais au fait d'en parler et peut-être d'améliorer le résultat photographique et d'avoir l'aide d'un regard professionnel, je veux bien moi, pour aller voir. Je n'ai pas très bien entendu. Merci à Women Save et à toute l'équipe de m'avoir invitée parce que le travail que j'ai fait contre les violences faites aux femmes trouve sa place par la photographie auprès d'eux me touche. Et à Laura, le concours, bravo, bonne initiative. Parce que souvent les photographes, la photo, tout le monde en fait, ça devient banal et non, c'est pas banal la photo, pas du tout. On va vous demander d'être un tout petit peu patient. Parce que cette soirée est placée sous le signe de la libération de la parole. Et libérer la parole, c'est aussi vous la donner à vous. Donc vous avez un jury composé d'artistes ou d'avocats, en général. Donc vous pouvez leur poser des questions ou alors intervenir sur des choses qui vous ont marqué durant les débats, ou alors peut-être donner votre point de vue sur l'actualité brûlante du féminisme. Et nous inviterons les jurys à répondre à vos remarques, à vos questions, et même à donner leur point de vue sur certains sujets. Qui pour commencer? C'est volontaire? C'est volontaire. Une volontaire? Oui. Oui. Déjà, bonjour à tous et merci d'être venu. C'est un très grand honneur pour la Trioté. J'ai une question assez simple. Est-ce que Balance ton port, c'est un tribunal sans présomption d'innocence?
pense que Valence ton port est tout sauf un tribunal. Parce que la règle d'un tribunal, c'est contradictoire. C'est-à-dire que chacun puisse exposer la thèse qui est la sienne, d'en débattre, de permettre ainsi au tribunal. Valence ton port, c'est un outil qui permet effectivement de reprendre cette expression qu'on entend peut-être un peu trop en ce moment, c'est libérer la parole. Avec tous les inconvénients que ça laisse évidemment exposer, cet aspect du contradicteur n'existe pas. En revanche, ça va permettre aussi à des personnes qui n'auront jamais la possibilité, parce que où elles sont sous emprise, où elles n'ont pas trouvé au fond d'elles-mêmes le courage suffisant pour affronter le judiciaire, peut-être de passer par un stade préalable qui leur permettra ensuite de porter plainte et de permettre ensuite une véritable enquête. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. En toute hypothèse, le tribunal de l'opinion publique est un tribunal dont il faut se méfier parce que, évidemment, les excès qui risquent de provoquer bien souvent du dérapage. Je ne suis pas certain que ça serve pour les personnes qui ont recours à cette forme d'expression. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Moi, au début, ça m'a beaucoup choqué, ce hashtag. D'abord, j'adore les porcs, comme animal, non mais c'est vrai, donc j'étais pas contente. Et ça m'a beaucoup choqué. Et puis on est allé dans les lycées, comme je vous ai dit. Et je me suis rendu compte que pour la très très jeune génération, c'est-à-dire vraiment les 12, 15 ans, 16 ans, ça leur a parlé directement. Et grâce à ce hashtag, ils se sont tous posé la question, surtout les garçons, est-ce que moi aussi, je suis un porc? Comment je peux éviter de l'être, etc., etc. Donc je pense que c'est un hashtag qui est très influent pour les très jeunes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a pu voir pendant ce document. Merci pour ces interventions. On aimerait beaucoup avoir la voix d'une femme pour poser une question ou intervenir. Si, Mina. Bonsoir. Madame Agelos, vous parliez d'être allée dans les lycées. Vous avez quand même réalisé un film qui est pour, je pense, la plupart des gens dans la salle, un film de référence. Est-ce que c'est d'avoir vu l'engouement que votre film a créé auprès de la jeune génération, enfin de notre génération, que vous avez décidé de faire un deuxième film pour informer cette génération parce que vous avez su que vous avez réussi à nous toucher une première fois? En fait, moi, j'ai pas du tout conscience de ce que vous dites. C'est vrai. Donc, mais c'est surtout parce que j'aime utiliser mon métier pour que les gens puissent penser ou ressentir des choses en masse. Ça me permet de parler à beaucoup de gens d'un seul coup. Sinon, j'aurais été psy, ça m'aurait beaucoup plu aussi, mais c'est pas beaucoup, 5-6 personnes par jour. Voilà, donc j'espère avec ce que je fais. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, même quand je fais d'autres films, il y a toujours justement des héroïnes féminines qui sont fortes. Il y a toujours une manière d'exposer les choses pour parler de ces sujets-là. Et oui, ce documentaire, j'espère bien pouvoir me servir si jamais j'ai une renommée au niveau pour les jeunes. Avec les jeunes, j'espère qu'ils iront voir ce film parce qu'il y aura beaucoup de choses dans ce film. Moi, j'avais une question à vous poser, si vous êtes en manque de questions. Est-ce que les filles, vous trouvez que vous êtes assez éduquées pour savoir dire non? Est-ce qu'une fille veut réagir? Eva? Est-ce que le micro peut lui parvenir? Alors justement, pour répondre à votre question par un autre regard, j'estime que le comportement des hommes, il est le fruit d'une certaine éducation. Jenny, par exemple, parlait de la nécessité d'éduquer les hommes. Laura parlait des hommes victimes de violences. Moi, je voulais savoir si on ne pourrait pas se demander si les hommes sont pas aussi victimes de leur éducation, qui leur demande d'être virils, qui leur demande d'avoir une certaine posture, une posture dans laquelle ils ne sont pas à l'aise et qui peut justement mener aux dérives de violence. Un homme du jury pourrait répondre. Incontestablement, on est
autant les femmes sont nées femmes, autant nous on est hommes, quoi. Donc chacun est avec ses codes et avec les codes qu'il apprend dans son éducation, en effet. Et donc, oui, c'est pas facile de déconstruire les codes avec lesquels on grandit, les codes avec lesquels on agit. Et quand on est un mec, on essaye de faire le mieux possible en ce qui me concerne. Mais, et c'est une des thématiques que j'aborde moi dans mon spectacle, sans vouloir parler de moi en l'occurrence, mais c'est de dire qu'effectivement, on n'est pas... c'est difficile de savoir qui on est réellement. Et parfois, je suppose qu'il y a pas mal d'alcooliques parmi vous, parce que dans une université qu'il faut tenir le coup. Il y a un moment où c'est vrai, mais blague à part, moi je suis pas forcément le même homme quand je suis sobre que quand j'ai bu 10 vodka, quoi, quelque part. Donc ça paraît beaucoup, mais pour moi ça ne l'est plus, je suis beaucoup plus âgé que vous. Ça viendra, vous tiendrez l'alcool mieux après, soyez pas déçus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand les femmes appréhendent ce qui se passe aujourd'hui avec leur code de femme et avec la manière dont elles vivent la réalité, qui est de se faire effectivement harceler, embêter ou d'être terrorisées dans la rue, etc. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est scandaleux naturellement. Sauf que moi, j'ai grandi avec mes codes de mec aussi, où nous, on est censé être comment dire, la pierre angulaire de la séduction quelque part, et c'est difficile. Donc pour moi, ce que j'ai écouté aujourd'hui, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça me permet aussi de construire ma position, construire mon identité par rapport à ça. C'est en construction permanente. Et donc c'est important, effectivement, je crois qu'on débatte de ça et qu'on ne soit pas chacun recroquevillé dans nos camps, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on dialogue et qu'on accepte que l'autre est né ce qu'il est né aussi, quelque part, et ça, on peut rien y faire. Voilà ce que j'avais envie de dire. Enzo, pour une question ou une intervention. Oui, un peu des deux. Bonjour à tous et à toutes. J'avais d'abord une question en fait sur une distinction qu'on fait actuellement dans le féminisme. Il y aurait le féminisme soft, puis il y aurait le féminisme extrémiste, quoi. Il y aurait celles qu'on tolère et celles qui sont insupportables, les hystériques, celles en fait qui remettent vraiment en cause finalement. Et c'est ça qui gêne plutôt. Est-ce que il n'y aurait pas une hypocrisie quand même dans un féminisme qui ne voudrait pas choquer? Est-ce que la méthode pour arriver à une égalité des sexes, c'est quelque chose qui doit se construire dans le temps ou une bonne révolution féministe serait de mise? Et cette question elle vient également avec celle de l'éducation, parce qu'on voit bien que dès qu'on introduit de l'éducation sexuelle, qu'on introduit le théorie des genres, on voit directement qu'il y a une levée de bouclier des conservateurs, sans encore aller dans le politique, mais disons que sans contestation, que n'importe quel pas vers l'égalité homme-femme induit une contestation. Est-ce que finalement ce ne serait pas simple et plus rapide d'achever l'égalité des sexes par un féminisme révolutionnaire? Madame Pancray, peut-être? C'est compliqué parce que je pense qu'au fond, d'abord je pense qu'il n'y a pas seulement deux sexes, je pense qu'il y a un troisième sexe, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et oui, c'est vrai, il n'y a pas seulement je suis un sexe et je suis un autre sexe. Non, il y a des passerelles entre les sexes, ça fait un troisième sexe. Donc là, c'est compliqué. Ensuite, je pense qu'au fond de chaque être, il y a une résolution. Il y a des trucs qu'on veut bien faire, des trucs qu'on ne veut pas faire. Non, bon, il y a une direction qu'on veut donner à sa vie. On est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, j'ai longtemps vécu aux États-Unis et c'est vrai que je me méfie un peu de une bonne révolution féministe radicale. Je ne sais pas si j'ai envie de vivre comme ils vivent là-bas. Or, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu une bonne révolution de féminisme radical, ce qui fait qu'à un moment, quand vous avez un date et vous vous préparez pour sortir et vous mettez un peu de maquillage, les filles avec qui vous partagez votre appartement vous tombent sur le dos en disant « Mais pourquoi tu fais ça? Pour plaire à qui? Tu veux plaire à un homme ?» Il y a un truc un peu... moi, j'aime pas les choses radicales.
Je pense qu'on a au fond de soi une résolution, on sait ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. Le danger, il est partout. Le danger, il est tout le temps, on ne peut pas vivre dans un monde sans danger non plus. Donc je pense que c'est compliqué, et à mettre des règles et des révolutions, moi je me méfie un peu de ça. Voilà. Je pense que c'est pas simple cette question, qu'on ne peut pas tout d'un coup comme ça décider. Voyez. Je pense qu'en effet c'est une histoire d'éducation. Moi j'ai eu un fils et une fille et je les ai élevés pareil, et ils font la même chose, ils repassent, ils lavent, ils débarrassent la table. Vous voyez, ils respectent les gens, et apprendre le respect par exemple. C'est aussi très important, respecter les gens, faire attention aux gens. Ça aussi c'est compliqué. Quand on fait une longue carrière, comme la mienne, on apprend à respecter tout le monde. Et le respect est quelque chose aussi très important, et qu'il n'y a pas de sexe. Le point de vue, là je pense un risque de générer de la confrontation. Oui, il faut sans doute peut-être clamer haut et fort une forme de féminisme, mais ce féminisme ne peut pas amener à une confrontation et à une guerre des sexes. Moi, je n'y crois pas. Parce que la société, à mon avis, ne peut pas se construire sur la confrontation et sur une guerre avec une opposition aussi frontale. Donc vous voyez aujourd'hui que lorsqu'on fait déjà passer des lois uniquement qui vont prôner l'égalité des femmes, présence des femmes dans les conseils d'administration, lutte contre les écarts de salaire, vous avez déjà la moitié d'une entreprise, femmes et hommes, résiste et agit. Vous imaginez si vous créez une guerre féministe que ça va donner. Je crains malheureusement que ça sclérose le système et que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut continuer de travailler pas à pas sur l'éducation, mais pas uniquement. Il faut travailler sur la société, il faut travailler sur les modèles. Aujourd'hui, on est quand même dans des modèles encore dominants par les hommes. Le chef, c'est un homme. Un manager, c'est un homme. Il faut qu'on travaille pas à pas sur chacune de ces étapes qui constituent la société, qui constituent votre parcours et ce qui va venir demain, pour faire bousculer les lignes et mener combat après combat. Et alors là, je suis combative. Mais je ne crois pas à une confrontation de sexe qui, à mon avis, fait imploser sincèrement notre société. Et je crois au contraire à l'inclusion. C'est un vrai risque pour nous. La diversité, qui est celui des hommes et des femmes, la diversité des parcours, la diversité des ethnies, la diversité des orientations sexuelles, c'est ça qu'on doit intégrer. C'est pas le conflit, c'est la diversité. C'est pas tout à fait la même approche. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Là. Ah. Non, c'est à gauche, c'est normal. C'est trop noir pour qu'on me voit. Il n'y en avait pas beaucoup là, c'est pour ça que je me suis mis ici. Rapidement, il n'y a pas longtemps, il y a un film qui est sorti qui s'appelle 120 battements par minute, qui est assez magnifique et qui montre un peu la radicalité de cet engagement, et qui était juste dans les années 80, et qui ont permis aujourd'hui, quand même, mine de rien, de faire avancer énormément la cause des personnes plus séropositives. Et parfois, la radicalité a du bon. Donc voilà, on est peut-être, on devient un peu trop timoré parfois, mais sur l'alcool, je suis désolé, mais ça fait partie vraiment de notre éducation. Hein. C'est pas parce qu'on va boire 40 litres qu'on doit changer de. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on était en train de se raconter un mytho, c'est pas possible, hein. Et qu'on était en train de se cacher. Donc l'alcool, il faut arrêter, c'est pas une excuse. C'est une éducation qui a changé complètement. Ma question, c'est pour mettre rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas que les hashtags MeToo et Balance ton porc sont un peu justement une réponse à l'échec cuisant de notre système et surtout de notre système judiciaire, qui n'ont pas permis justement aux femmes de trouver assez et pas de courage, mais juste pas la place de pouvoir se porter plainte, et justement on n'a pas constitué un élément de bienveillance qui leur permette de venir porter plainte, et pas juste leur courage à elles, parce que quand on voit le nombre de personnes qui ont été des criminels qui sont poursuivis, et de criminels qui sont condamnés, franchement il n'y a pas de quoi aller porter plainte. Donc du coup, est-ce que c'est pas une réponse aussi de cette société, une réponse inconsciente, parce que ça s'est fait sans qu'il y ait eu une direction de qui que ce soit, donc une réponse inconsciente à l'échec cuisant de notre système judiciaire et de nos systèmes globaux, quand même, police,
police et système judiciaire. Merci. Premier point, ne m'appelez pas maître, je ne suis pas avocat. C'est le contraire. Bon. Je suis magistrat. Pour le reste, écoutez, je pense très sincèrement que ce type d'observation correspond à avoir un peu de problème par le petit bout de la lorgnette. Parce que le problème des violences faites aux femmes et le silence qui s'ensuit, c'est surtout un problème de société avant tout. C'est le sacro-saint principe que l'on rencontre aujourd'hui un peu partout, qui consiste à dire que lorsque la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est le premier point sur lequel il faut travailler, c'est sur la communication, c'est sur l'appel au civisme, parce que mener des enquêtes lorsqu'on a des témoins qui refusent de s'exprimer parce qu'ils craignent ou des représailles ou ils considèrent que ça ne les concerne pas, c'est mission impossible. C'est un premier point. Le deuxième point, ça consiste également à travailler sur la formation à la fois des services de police, des avocats qui jouent un rôle important également, notamment auprès des victimes, et des magistrats. Les magistrats considérons bien souvent que le couple est un sanctuaire dans lequel en fait la justice est parfois tirée par la manche pour obtenir un avantage dans le contexte d'un divorce qui va intervenir. Il faut travailler sur tous ces sujets-là. Le point aussi qui est très important sur le problème de la plainte, c'est d'abord être capable de prendre la décision. C'est très difficile parce qu'il faut savoir qu'entre l'auteur des violences et la victime, il y a quelque chose qui les relie de façon très forte, ce qu'on appelle le déni. La victime se dénie de la qualité de victime parce qu'elle est, dans un premier temps, incapable de remettre en cause souvent le choix qu'elle a fait de son partenaire. Arriver à la conclusion que celui qu'elle a choisi, qu'elle aime, avec lequel elle a souvent des enfants, est un tortionnaire, eh bien c'est quelque chose qu'elle ne peut pas, comprendre dans un premier temps. Et quant à l'auteur des faits, d'une façon générale, j'ai beaucoup travaillé moi, sur les auteurs des faits, parce qu'on pense que la lutte contre les violences faites aux femmes a commencé à la sœur Alexandra Lange. Non, j'ai commencé ça en 2003, à une époque où il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Et on s'est rendu compte que ces auteurs de violences ne se considèrent pas comme violents. Lorsque vous les approchez, que vous les interrogez, que vous essayez de mener un dialogue avec eux, ils vous disent « je ne suis pas violent, c'est ma femme ou ma compagne qui me rend violent ». Donc vous voyez, il y a tout un travail qui est à faire là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui m'ennuie encore beaucoup, c'est qu'en dépit, de différents dispositifs qu'on a pu mettre sur pied, que j'ai mis sur pied en 2003, de lois auxquelles j'ai pu participer notamment, on n'est pas encore réussi à comprendre qu'il fallait traiter les causes de la violence. Et pour traiter les causes, il faut travailler sur les auteurs. Aujourd'hui, on ne fait encore bien souvent qu'abonder la chaîne alimentaire des tribunaux correctionnels. C'est-à-dire qu'il y a une plainte, il y a une enquête, elle aboutit ou elle n'aboutit pas, et on renvoie la personne devant le tribunal correctionnel. Il prend une peine avec sursis, il ressort et il recommence. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut travailler sur les auteurs. Les amener dans des stages de responsabilisation qui permettent de leur faire prendre connaissance de la manière dont ils passent à l'acte. Parce que vous en avez beaucoup qui ne se rendent même pas compte qu'ils passent à l'acte une première fois pour des raisons qui sont complètement dérisoires. C'est une mauvaise journée, il ne serait jamais passé à l'acte le lundi, le mardi sa journée s'est mal passée, il va rentrer à la maison, il y a une gifle qui part et ça commence comme ça. Et c'est sur tout ça qu'il faut travailler. Ensuite, il faut travailler également sur les services de police. Il faut leur permettre également d'avoir des lieux de confidentialité. Quand une femme arrive dans un commissariat et que devant elle, elle a une personne qui vient se plaindre de trous de voisinage, derrière elle, quelqu'un qui en a volé sa voiture, comprenez que ce n'est pas propice à s'exprimer, à expliquer ce qu'on a été blessé dans sa chair et dans son intimité. Il faut travailler là-dessus également. C'est tout un ensemble, mais surtout ne pas croire que le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème qui est exclusivement judiciaire. C'est pas vrai. Plus on attendra, en ce moment, on vient de voter une loi qui va passer, là, on va repousser la prescription jusqu'à 30 ans. Bon, moi, je veux bien tout ce qui peut favoriser ce genre de choses, je serai toujours pour. Mais dans la réalité, comment voulez-vous qu'une plainte qui est déposée 29 ans ou 28 ans après puisse prospérer? Parce qu'on n'aura plus de témoins, parce qu'on n'aura plus d'ADN, parce qu'il y a toute une série d'éléments qu'on ne pourra plus mettre sur pied. Il faut travailler dans l'instantané. Et aujourd'hui, ce que je crains avec ce type de discours, c'est qu'on laisse accréditer chez ces victimes l'idée qu'elles vont pouvoir effectivement se faire entendre 15 ans, 18 ans, 20 ans après. Mais ça va se traduire par quoi? Par un non-lieu dans une instruction ou un équipement aux assises. Et c'est ça qui est le pire, c'est pour une victime de se sentir désavouée par l'institution judiciaire. C'était un peu long, c'est
Donc on aura une dernière question ou une dernière intervention d'une étudiante. Oui, je ne vais pas parler longtemps, je voulais juste répondre à la question de Madame Azuelos. Je voulais dire que non, les femmes, on n'est pas assez éduquées à dire non. Et surtout, la plupart du temps, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on ne sait pas qu'on a le droit de dire non, on ne sait pas qu'on a le droit de parler. Et on a peur des représailles, on a peur de dire non parce qu'on ne sait pas les réactions que peut avoir notre interlocuteur. Et malheureusement, même quand on ose dire non, en général, les hommes ne s'arrêtent pas à ça. J'ai fini. Juste oui, vous pouvez dire que les hommes ne s'arrêtent pas au non, malheureusement. Je voudrais juste prendre la parole parce que je voudrais présenter notre ami Boléwa. Il a pris la parole avec une petite question sur l'alcoolisme, mais en fait, c'est un homme qui répare les femmes. Il répare les femmes à sa manière, puisqu'il le fait par la danse. Il va au Congo réparer les femmes au Congo, et je trouve que je voulais le mettre en lumière. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Et finalement, le moment que vous attendez tous, impatiemment, le moment de l'annonce des résultats. Parce que j'ai moins bien celui-là. Ah. Alors, d'abord, on voulait féliciter tous les participants. Ils sont où? Ils sont en bas? Ils sont où? Dans la genre caché? Eh ben, on va tous les applaudir d'abord, parce qu'ils ont un courage. Parce qu'il faut du courage pour prendre la parole en public, vous le savez. D'abord, on salue leur courage, on salue leur intelligence, leur éloquence, évidemment, ce soir à tous, parce qu'on a tous été assez bluffés par cette aisance et puis ces prestations qui nous ont été proposées. Et malgré tout, il y a une unanimité qui s'est faite immédiatement, on n'a pas débattu, hein. On était tous d'accord, après on a bu puisqu'il est alcoolique et qu'il nous mène tous en tissu. Vous verrez quand vous aurez notre âge, vous serez moins les malins, vous serez obligés de boire, vous vous rendrez compte que la vie c'est de la merde. Alors, ensuite, voilà, et c'est vrai que l'unanimité s'est faite immédiatement, on était tous assez d'accord parce qu'on a tous été très très séduits par la prestation de le ou la gagnante. T'as vu comment j'étais un peu dure, hein, comme à la télé, quelle connasse. Alors, non, je ne vais pas faire durer du tout, puisque nous, ça a été très vite, ce qui ne veut pas dire que les autres participants n'étaient pas bien, tout le monde était trop bien, moi je suis un peu très école des fans, tout le monde a gagné, mais il faut dire que ce soir, il y a quelqu'un de plus fort que les autres, et c'est pas de notre faute si c'est une femme, c'est juste parce que, bon, les femmes, elles sont fortes, et c'est Johanna de Marieux qui nous a... Merci en tout cas. Déjà bravo à tous parce qu'on a tous vraiment été super bons. J'avais des concurrents absolument géniaux. Et donc déjà je pense qu'il faudrait encore les applaudir une fois parce qu'ils ont fait un travail formidable. Du coup, merci beaucoup aux membres du jury de m'avoir sélectionné. Je sais pas quoi dire. Merci à mes parents aussi qui sont déplacés aujourd'hui. Je suis très contente qu'ils soient là. Oui, mon papa qui est là. Oh, c'est vraiment l'école des fans. Et il y a Mathieu qui est dans le public aussi. Voilà. Tu vois, l'école des fans. Ça a été très facile de trouver
trouvé l'inspiration parce que quand on a vu la composition du jury, où vous êtes tous des personnes qui ont joué un rôle important pour nous, pour ma génération en tout cas dans le féminisme, et donc du coup j'ai pioché un petit peu partout. Je pense que ça s'est entendu et c'était vraiment très simple de faire parce que quand on a des exemples devant nous qui nous montrent la voie à suivre et surtout pour la génération future, pour des débats importants qui nous tiennent à cœur, et bien ça vient tout seul. Donc merci encore une fois et j'ai passé une excellente soirée. Et merci à vous. Bravo.